Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de vous être déplacés par un temps frais et pluvieux pour participer à une soirée de lecture et de discussion sur Franz Kafka. Hier soir, grâce au film qu'une partie d'entre vous sans doute a pu voir, déjà c'était plutôt de la vie et de la carrière de Kafka qu'il était question. Ce soir, ce sera plutôt de l'œuvre à partir d'un cahier de Lerne, le 108e de cette prestigieuse série, paru à l'automne dernier, et que nous allons actualiser ce soir, puisqu'il était paru pour le centenaire de l'année 1914. Nous sommes en 2015 et nous actualiserons en parlant d'œuvres essentielles de Kafka qui, si elles n'ont pas été écrites toutes à cette date, ont du moins paru en 1915. Alors je remercie tout d'abord nos hôtes, la direction de l'Institut tchèque, représentée ici par M. Podpisil, au premier rang. Nous remercions pour son accueil. Pour nous avoir fourni également un lecteur de texte en la personne de M. Palenicek, qui lira tout à l'heure les 3 textes de Kafka de 1911 et de 1915 autour desquels va tourner la soirée. À côté de M. Palenicek se trouve ma collègue Claudine Rabouin, de l'Université de Paris X Nanterre, spécialiste de très longue date de l'œuvre de Kafka et qui participe actuellement et qui anime actuellement un projet international sur la réception de Kafka en France, et il nous en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Mon collègue Wolfgang Assolt, professeur aux universités d'Osnabrück et à la prestigieuse université Humboldt de Berlin. Et c'est moi qui assurerai tant bien que mal la présidence de cette soirée, Jean-Pierre Morel de l'Université Paris 3. Je salue également dans l'assistance la présence de 2 représentantes du staff de l'équipe de Lerne, en la personne de Pascal de Langautier et de Nathalie Villena, à laquelle je vais céder tout de suite la parole pour une première information. Bonsoir et merci pour votre présence. Nous avons un seul exemplaire au cahier Kafka aujourd'hui, mais si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez soit le commander en ligne, soit aller aux éditions de Lerne qui se trouvent à 2 rues. Vous pouvez y aller cette semaine et la semaine prochaine, vous aurez une remise spéciale. Le cahier est vendu à 39 €, vous l'aurez à 30 €. Vous pouvez également l'acheter maintenant si vous le souhaitez, me laisser votre adresse et nous pouvons vous l'envoyer à votre domicile directement. Ça vous n'aurez pas apporté ce kilo de connaissances. Donc, je laisse M. Morel continuer la soirée. Merci. Merci Nathalie. Alors, je dis tout d'abord quelques mots d'introduction sur le sens que nous avons voulu donner en concevant ce cahier, puisque les 2 co-directeurs sont ici, Wolfgang Assolt et moi-même. Et ensuite, mes collègues Claudine Rabouin et Wolfgang Assolt interviendront à ma suite,
Puis nous donnerons la parole à M. Palenicek pour une première lecture et chacun de nous interviendra comme il le souhaitera sur chacun des textes qui vont être lus ce soir. Et vous aurez bien entendu, à la fin quand nous aurons épuisé nous-mêmes nos arguments et notre salive, vous aurez la parole pour poser toutes les questions ou apporter tous les éclairages ou toutes les critiques qui vous viendront et qui seront d'avance. Toutes vos interventions seront en fin de parcours les très bienvenues et nous nous efforcerons d'y répondre. Alors, ce cahier de l'air ne parut donc à l'automne dernier, procède lui-même, est issu lui-même d'un colloque international qui réunissait des spécialistes de plusieurs pays et qui s'est tenu dans un autre lieu prestigieux que l'Institut tchèque, mais très connu aussi en France, le Centre culturel et littéraire de Cerisy-la-Salle, au cours de l'été 2010. Et ce colloque qui réunissait une trentaine de spécialistes ou d'amateurs passionnés de Kafka s'était réuni autour de ce thème, Kafka après son siècle. Son siècle était mis entre guillemets, son siècle désignant bien entendu le XXe siècle, dont il est un des représentants littéraires les plus éminents et mondialement connus. Pourquoi Kafka après son siècle? Sur ces trois, je vais dire en 3 points, le plus rapidement, et j'espère le plus clairement possible, quel était le sens de notre démarche en parlant de Kafka après son siècle. Nous pensions bien entendu à la dernière grande manifestation culturelle qui s'est tenue en France à propos de Kafka, le siècle de Kafka, au centre Georges Pompidou en 1984, sous la direction de Jascha David, tchèque de naissance, alors émigré. Et bien entendu, on a pu comparer à l'époque, j'ai pu comparer des Vizou étant allé à Prague pour cela, la différence de traitement entre le traitement français, l'inauguration par Jacques Lang en personne, et la manière extrêmement glaciale, boudeuse et pour ne pas dire plus, dont les autorités tchèques d'alors, en 1984, ont accueilli cette initiative française. Alors pourquoi aujourd'hui, enfin pourquoi l'année dernière, en 2010 et en 2014, pourquoi Kafka après son siècle? Depuis cette exposition qui s'est tenue en 1984 à Paris, il y a eu la chute du mur en 1989 et l'implosion de l'URSS en 1991. Or, vous le savez ou vous l'avez vu, je parle de ceux qui ont assisté à la projection d'hier soir, notamment par l'entretien avec Marc de Robert, qui est dans le film que nous avons vu, la signification de l'œuvre de Kafka a été pensée de façon très majoritaire comme une prescience ou comme une divination, voire comme une prophétie, tous ces termes existent dans la critique et bien d'autres également, de l'avènement des régimes totalitaires, communistes et surtout nazis au XXe siècle. C'est un fil qui court depuis les années 20, d'intellectuels ou d'auteurs de la République de Weimar comme Tucholsky et Bertolt Brecht, jusqu'à Milan Kundera dans les années 70, en passant par Hannah Arendt, et qu'on voit même dans un livre français pourtant réputé en rupture complète avec la tradition de la pensée kafkaïenne, de la pensée sur Kafka du moins, le livre de Deleuze et Guattari. Alors, avec la disparition de l'URSS, la signification de l'œuvre de Kafka se trouverait-elle épuisée? Est-ce que l'invention et l'imagination de Kafka étaient vraiment et nécessairement liées à l'invention de scénarios et de situations dans lesquelles on voit un individu affronté, dévoilé, et dans le meilleur des cas, déréglé ou détraqué
des machineries de pouvoir, des machineries de marché ou des machineries familiales. Est-ce qu'il ne vaudrait pas la peine de se demander une minute comment les personnages de Kafka eux-mêmes compliquent personnellement, délibérément et effroyablement les machines auxquelles ils ont affaire. Bien entendu, en disant cela, je simplifie beaucoup. Il y a une autre grande tradition, marquée notamment par les noms de Benjamin et de Scholem, qui est une tradition qui s'inspire de la théologie juive de l'histoire, ou du moins d'une certaine théologie juive de l'histoire, et qui explique l'œuvre de Kafka par la rupture provisoire ou définitive, selon les critiques, représentatifs de ce courant de pensée, une rupture définitive ou provisoire de la tradition. Mais c'est une tradition de pensée que je connais personnellement moins, je me retrouve mieux dans la précédente, celle qui s'illustre par les noms d'Arendt et de Kundera par exemple. Mais on pourra y revenir éventuellement dans la discussion entre nous ou avec vous. Le deuxième point, après son siècle, Kafka après son siècle, avec une deuxième signification. En tout cas en France, et jusque dans les années 80, on a lu Kafka dans la version de l'œuvre qui avait été construite par son ami, héritier et exécuteur testamentaire infidèle, et enfin éditeur, Max Brod, qu'on voyait aussi dans le film d'hier soir, et auquel on doit d'avoir sauvé les manuscrits et de les avoir publiés pendant 50 ans, de 1925 à 1975, notamment à travers 3 séries successives d'œuvres complètes, toujours plus étoffées, la première ayant été lancée sous le régime nazi à Berlin et achevée à Prague après la prise de pouvoir des nazis. De façon assez symptomatique, Max Brod a commencé par publier les romans dont Kafka voulait, par 2 lettres qu'il lui a adressées en 1921 et 1922, qu'ils fussent détruits après sa mort. Et la publication de la dernière série des œuvres complètes se termine par des œuvres autobiographiques, et notamment par des correspondances dont Kafka avait exigé aussi qu'elles fussent détruites. Or, à partir des années 80, c'est un tout autre style d'édition des œuvres de Kafka qui se met en place sur le plan international, sur le plan universitaire, sur un plan collectif, et je laisse à Claudine Rabouin, spécialiste beaucoup plus avertie que moi de ces problèmes, d'en parler tout à l'heure. Tout ce que je voulais dire, c'est que ces nouvelles éditions critiques, ou historiques et critiques, ont réagi immédiatement sur la traduction de Kafka, qui jusque-là suivait la version Max Brod et qui s'illustre en France par les grands noms d'Alexandre Vialat et de Marthe Robert, et que de nouveaux traducteurs, qu'ils se tiennent près de l'édition critique ou qu'ils s'en distancient de façon plus ou moins ironique, comme Bernard Lortolari ou Georges Goldschmidt, ont recommencé à ce moment-là, dans les années 80, à retraduire l'entièreté de l'œuvre de Kafka, et ces éditions critiques, dont on reparlera dans un moment, ont fait qu'une nouvelle idée de Kafka s'est imposée, dont notre cahier s'est efforcé de tenir compte. Et puis, il y a un troisième point, et c'est celui par lequel je terminerai cette introduction, qui, j'espère, n'est pas trop longue. Le siècle de Kafka, l'effet siècle de Kafka, s'est bâti essentiellement sur une partie de l'œuvre. Sur une partie de l'œuvre de Kafka qui privilégie les 3 romans et les nouvelles ou les recueils de courts récits
publiés par Kafka de son vivant. Il y en avait 7 en tout, 7 textes ou recueils de textes en tout, c'est-à-dire pour l'essentiel écrits entre 1912 et 1917. C'est-à-dire entre le moment de la rencontre avec sa première fiancée, Felice Bauer, et la découverte de sa tuberculose à l'automne de 1917. Soit 5 années de sa production qui en couvrent en fait 18. Dans la période qui va de 1917 à 1924, l'année où meurt Kafka, à près de 41 ans, on connaît surtout le château, qui date de 1922, mais beaucoup moins les merveilleux récits publiés en 1924 sous le titre de Premier chagrin. Et je ne sais pas si, en énumérant les titres qui composent ce petit recueil, j'éveillerai des échos de lecteurs chez vous. Ces textes, Un petit bout de femme, Joséphine la cantatrice ou Le peuple des souris, Un jeuneur ou un artiste de la fin, selon les traductions, et bien entendu Premier chagrin, sont beaucoup moins connus que Le verdict, que La métamorphose, que La colonie pénitentiaire, et bien entendu que Le procès, qui date justement de la période de 1914-1917. Quant à la première période, l'apprentissage d'écrivain de Kafka, 1906-1912, qui est marqué par 2 projets importants et un livre achevé, le premier qui a été traduit sous le titre, qui a été publié sous le titre Considération, c'est une période qui ne mobilise pas beaucoup l'intérêt des lecteurs, alors que pourtant on voit s'y former peu à peu la perspective du kafkaïen. Donc la prise en compte par les éditions critiques et les nouvelles traductions de la masse qui va croissant étape après étape des textes que Kafka a laissés inédits change profondément l'image de l'œuvre en soulignant d'abord la variété considérable des formes. Kafka n'a pas écrit que des romans ou des nouvelles, il a écrit énormément de récits brefs, souvent laissés à l'état d'ébauche, il a écrit des paraboles, il a écrit des textes qui s'apparentent à ce genre difficile à traduire en français, on dit en allemand des Denkbilder, mot à mot des images de pensée, et il y a aussi des aphorismes, et les aphorismes sont sans doute la partie de l'œuvre de Kafka qui a été la plus récemment éclairée, puisqu'il a fallu attendre l'année 2010, c'est-à-dire il y a 5 ans, pour que les aphorismes qu'il avait écrits pendant la période du début de sa maladie, en 1917, soient publiés chez Gallimard sous le titre par Hélène Thierard, l'une des collaboratrices de ce numéro, sous le titre des aphorismes de Tsurao. Donc, et je boucle cet exposé préliminaire en revenant à mon début, avec toutes ces transformations du cadre historique général, des éditions et des traditions nouvelles, et la prise en compte des phases successives de la création kafkaïenne, sans donner de privilèges excessifs à la phase médiane, celle de 1912-1917, est-ce que l'on n'arrive pas, et c'était la question, une des questions centrales de notre colloque et de ce numéro, est-ce que finalement on ne peut pas détacher cette œuvre de la perpétuelle remise en contexte qui cherche à la rattacher à l'âge des totalitarismes, ou avec les horizons de l'expérience juive au XXe siècle, afin de libérer aujourd'hui la force de questionnement et d'élucidation que l'œuvre de Kafka continuerait de détenir à l'égard du monde actuel. On trouvera aussi dans notre cahier un certain nombre d'éléments de réponse à partir de l'étude de textes précis. Donc, Kafka après son siècle, ce n'est pas la chute définitive dans la gloire et en même temps dans l'oubli,
c'est pour la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui sont derrière cette table ce soir, la volonté d'un Kafka qui soit tourné vers des questions actuelles, au-delà du XXe siècle, et qui permettent, sinon bien entendu de les résoudre, ce n'est pas le rôle de la littérature, mais au moins de les poser, même si c'est d'une façon très complexe. Je passe le micro à Claudine Barouin et ensuite à Wolfgang pour compléter cette première introduction. Merci. Avant d'arriver au point particulier qui représente mon apport dans ce cahier de l'aide, j'aimerais rappeler effectivement que Cerisy, le colloque de Cerisy, la décade de Cerisy a été une expérience assez exceptionnelle. Pour tous les participants, ceux qui font des communications scientifiques et ceux qui ne sont que dans l'auditoire, se retrouver une semaine, 10 jours d'affilée, comme ça a été le cas pour nous, pour se consacrer entièrement à l'œuvre de Kafka, à discuter, à parler, à confronter les points de vue, même si l'on s'échauffe, on entend toujours tout le monde. C'est une expérience assez inoubliable. Et l'ouverture que permet un tel colloque, évidemment, on la retrouve dans ce cahier de Lerne. Et ce que les éditeurs du présent cahier ont fait de nos travaux va bien au-delà, puisque tout à l'heure, Jean-Pierre Morel parlait du foisonnement, du questionnement que suscite toujours l'œuvre de Kafka. C'est dû largement d'une part à la liberté de parole qu'il donnait dans ses colloques, et puis aussi à tous les éléments complémentaires dont les éditeurs ont enrichi l'ouvrage. Alors le genre d'ouvrage auquel se rattache ce cahier de Lerne, ce recueil d'articles enrichis, mais surtout dominé par, bien dirigé par un véritable questionnement, c'est très important pour Kafka. En effet, je m'occupe par ailleurs de la critique française sur Kafka, et j'ai remarqué que depuis les années 90, puis le dernier grand livre sur Kafka de Régine Romain, qui était intitulé Kafka, on ne publie plus guère, que ce soit en France ou ailleurs, des livres intitulés Kafka, point. On publie toujours beaucoup de livres sur Kafka, mais c'est toujours d'un point de vue particulier. Mais finalement, ce qui nous fait avancer, c'est ce genre de recueil, de grands recueils d'articles. Et précédemment, il y avait eu, je me permets de le rappeler aussi, en 2007, Sillage de Kafka, qui était le reflet d'un autre colloque de Nantel, qui avait été édité par Philippe Sarr, qui était également présent à Cerisy. Alors, pour en venir à mon apport personnel, c'est tout simplement sur l'édition des textes de Kafka. Jean-Pierre Morel a dit l'essentiel tout à l'heure. Il faut se souvenir que les manuscrits de Kafka, à sa mort, donc, ont été recueillis par Max Brod, et que les manuscrits, ce sont des choses extrêmement fragiles et difficilement lisibles par quiconque, et qui nécessitent toujours, comme dans toutes les maisons d'édition, comme aujourd'hui encore pour chaque écrivain, un intermédiaire, à savoir un éditeur qui regarde le texte de près, éventuellement, si l'écrivain est encore vivant, peut discuter avec lui de la forme définitive à donner à son texte. Et quand c'est ce que Kafka, lui-même au cours de sa brève existence d'écrivain, a pu faire, chez Kurt Wolff et les éditeurs avec qui il a eu affaire, mais pour Max Brod, il fallait donc établir, et au plus vite, des textes qui soient lisibles. Alors, il l'a fait en ayant bien conscience qu'il faudrait qu'un jour de vrais philologues se penchent sur ces textes et les rééditent. Il était conscient lui-même de ce qu'il avait fait. Il avait dû parfois, pour rendre le texte lisible, le réécrire un petit peu. Il avait coupé certains passages, il avait contaminé des textes l'un avec l'autre, rajouté des fragments qui n'étaient pas nécessairement dans l'esprit de leur créateur,
en liaison l'un avec l'autre, ou qui témoignaient tout simplement de l'inachèvement de la création. C'est en grande partie de l'inachevé qui était là entre les mains de Broad et que Broad, tant bien que mal, a mis à la disposition des lecteurs et avec le succès que l'on sait. Oui, Broad a eu raison, il faut le rappeler ici, d'éditer les grands romans de Kafka et d'éditer toutes les œuvres qu'on appelle posthumes. Donc, à partir de 1965, c'est à Oxford, avec Malcolm Paisley, qui... Alors, pourquoi Oxford? Parce qu'une partie des manuscrits de Kafka était avec une petite nièce de Kafka arrivée en Angleterre, tandis que la majeure partie des manuscrits était partie à Tel Aviv avec Max Paul. Mais avec l'autorisation explicite de Max Paul, on a commencé, et sous l'impulsion de cette petite nièce de Kafka à Oxford, on a, dont l'un des enfants faisait ses études à Oxford, et qui avait rencontré Malcolm Paisley, qui est le premier éditeur scientifique qui s'est penché sur ces problèmes. On a commencé par dater les manuscrits de Kafka, par les remettre dans l'ordre, par essayer de trouver un ordre et une datation possible de ces manuscrits. Et puis, à partir de 1982, a commencé chez Fischer la première édition critique de Kafka. Et à partir de 1995, il y a eu une deuxième édition critique qui... pourquoi à partir de 1995 parce qu'à ce moment-là, les textes de Kafka sont tombés dans le domaine public. Et, alors, les deux éditions se complètent, il faut le dire tout de suite, en dépit de beaucoup de querelles qui se sont élevées à ce moment-là. On a deux éditions. La première donne au texte, refait ce qu'avait fait Max Paul, en rétablissant toutes les variantes des textes, en signalant bien les passages que Kafka avait biffés dans ses textes et dont visiblement il ne voulait pas que ça apparaisse dans une éventuelle publication finale. Par exemple, pour les romans, il y a des passages entiers du chapeau qui sont barrés, biffés, tout simplement parce que Kafka pensait que ça n'avait pas à figurer dans le texte du château. Preuve a posteriori que Kafka écrivait en songeant à un lecteur et à une publication ultérieure. Donc tout cela a été remis au point, et dans l'édition qui paraît chez Fischer, qui est donc la première édition critique, on a le texte est rendu lisible pour le lecteur, c'est-à-dire que l'éditeur s'est autorisé quelques petites interventions, par exemple, quelquefois de la ponctuation, quelquefois des points qu'il fallait bien mettre, ou des mots qui n'étaient pas complètement décrits, qu'il fallait écrire, quelquefois un mot qui manquait et la phrase était incompréhensible. C'était de toute évidence un lapsus jusqu'à l'ami de l'auteur. Voilà. Alors cette édition, elle donne un texte qui est lisible et donc traduisible. Ça, c'est une base pour les traductions. Ça, c'est très important aussi. Mais elle se présente sous forme, d'une part, d'un texte entièrement lisible. Chaque volume de cette édition comporte un volume de texte lisible, enfin, qui peut être édité et réédité, et un volume d'apparat critique qui contient toutes les variantes et qui, c'est un petit peu difficile à lire toutes ces variantes, mais vous fait comprendre la genèse du texte. Comment Kafka est passé peut-être d'une idée à une autre, à force de biffer, de barrer. Et c'est particulièrement... Alors, il y a les textes qui sont écrits, les trois romans de Kafka sont écrits un petit peu... Enfin, c'est pas tous écrits de la même façon, mais grosso modo, on peut parler d'une grande linéarité dans l'écriture. C'est-à-dire c'est un work in progress, c'est quelque chose... Kafka commence par le début et va jusqu'à la fin, sauf dans le procès. Je pense que Jean-Pierre Morel en reparlera tout à l'heure, mais à l'intérieur des chapitres, c'est le même système qui prévaut. Kafka avance en écrivant, l'histoire se fait au fur et à mesure. Et c'est très intéressant de voir, alors dans les petits fragments, des carnets in octavo, des carnets des années 1916-1918,
de voir aussi comment les petits fragments de Kafka comment on passe de l'un à l'autre. Et ça fait mieux comprendre aussi les œuvres de Kafka si on a cela très exactement sous les yeux. Alors, ceux qui en 1995 ont voulu continuer cette œuvre, ont voulu rééditer encore une fois Kafka. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils pensaient que finalement, ça n'était jamais que cette première édition critique, ça n'était jamais que l'édition de Groth améliorée, et qu'en fait, ce qu'il convenait de faire, c'était de montrer les manuscrits, et donc d'offrir au public les manuscrits en photocopie avec la transcription diplomatique à côté. Bon, il y a là derrière des querelles d'experts sur la conception de l'écriture chez Kafka, c'est un petit peu compliqué. Toujours est-il que la deuxième édition critique, historique et critique, aux éditions Stromfeld, a vu le jour et elle n'est pas complète. Pour la première édition, elle est complète jusqu'au dernier volume de lettres, jusqu'au dernier volume de la correspondance, après 1920. Et puis, comme il arrive des miracles aussi chez Kafka, les derniers volumes des inédits, c'est-à-dire des choses qu'on n'a encore jamais vues, c'est ce qui correspond au petit carnet d'exercice d'hébreu de Kafka, ça va être une co-édition entre Fischer et Stromfeld. Voilà pour... Alors, un lecteur, quel qu'il soit, aurait du mal à se servir de l'édition Stromfeld toute seule avec sa transcription diplomatique en regard de la page de manuscrit. C'est naturellement absolument fascinant de voir la photocopie du manuscrit de Kafka, page après page. Toujours sur la page de droite et sur la page de gauche, vous avez la transcription, c'est-à-dire tous les signes, littéralement, tout ce qui est, même ce qui est barré, etc. C'est un travail extraordinaire et c'est très utile, mais c'est très difficile de lire cela en continu. C'est pourquoi l'édition Fischer est toujours très utile. Et puis, on a un nouveau texte établi avec des différences par rapport à l'édition du Pau, ce qui veut dire que ça a créé de nouveaux droits pour la traduction, et de reproduction et de traduction. Et bien, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Morel, il y a des traducteurs qui refont les traductions, qui se réfèrent, mais ne montrent pas les variantes. Mais bon, parce que si on voulait vraiment retraduire sur la base du nouveau texte tel qu'il est dans l'édition Fischer, eh bien, il faudrait payer de nouveaux droits. Ça, c'est un autre problème. Voilà, on gagne toujours à exploiter, à regarder ces éditions critiques quand on le peut, parce que exploiter les textes, les relations de voisinage qu'entretiennent les récits, les fragments entre eux, enfin entre l'achevé, l'inachevé, et naturellement, tout cela vaut pour les textes de récits, vraiment comme pour les textes du journal, bien sûr. Voilà. Je crois que c'est maintenant un texte du journal que l'on va lire. Non, c'est pas. Oui, vu que le temps passe, je ne vais pas ajouter trop de choses. En tout cas, vous avez pu voir et comprendre qu'il y a une philologie de Kafka qui parfois tourne vers le kafkaïen, en Allemagne surtout. Se sont fait les deux grandes éditions critiques dont a parlé Pauline Lebrun. Je voudrais seulement remarquer, en ce qui concerne l'actualité de Kafka, c'est pas par hasard que dans les 5 dernières années, 2 grandes biographies ont paru en Allemagne de Kafka, dont une en plusieurs volumes, ce qui montre l'intérêt, supposé au moins, auprès du public germanophone. D'autre part, ont paru plusieurs dictionnaires de Kafka, donc 3 en tout, en langue allemande,
Et d'une certaine manière, je dirais que le cahier de Lerne remplace un tel dictionnaire Kafka par la variété des sujets qui sont abordés. Et donc, la seule chose qu'on peut faire ce soir, c'est de vous en donner une petite impression. Et il est déjà devenu clair par Jean-Pierre Morel et Claudine Ragouin que Kafka est un phénomène international. Donc, dans le colloque, il y avait aussi des partis anglais, américains qui ont participé. Et peut-être on aura l'occasion de revenir à l'histoire. Donc, il y avait un grand moment de l'histoire de la réception de Kafka avec un colloque qui s'est tenu au milieu des années 60 en ancienne Tchécoslovaquie avec Eduard Goldstücker et Ali Biche. Donc là, il y aurait pas mal de choses à dire. Donc, tout ça me semble montrer que la question que Jean-Pierre Morel a posée, bon, est-ce qu'après le siècle de Kafka, qu'est-ce qui en reste? On peut supposer qu'il en reste pas mal. Et donc, le mieux pour le voir, c'est d'être confronté au texte même de Kafka, et donc je passe la parole pour la lecture. Bon, je dis juste un mot pour chacun des textes qui vont être lus. Le premier est un extrait du journal de Kafka, exactement la Noël, 25 décembre 1911. C'est une date très importante dans la vie de Kafka. C'est le moment où il découvre, dans un music-hall, plutôt de réputation malfamée de Prague, la tournée d'une troupe polonaise de Lemberg qui joue en yiddish un répertoire théâtral international d'un certain nombre d'auteurs contemporains qui écrivent en yiddish et dont la plupart vivent et écrivent aux États-Unis. Et c'est pour Kafka une véritable révélation qui va le tourner vers le yiddish, qui va le tourner vers la culture propre aux Juifs de l'Est, beaucoup moins assimilée que celle des Juifs de Prague à l'époque, et qui va lui inspirer des réactions qui vont au-delà des circonstances. À cette occasion, il fait connaissance avec l'acteur principal, le directeur de cette troupe, Ishak Levy, qu'il rencontrera ensuite à 2 reprises au cours de sa vie, lequel Levy survivra à Kafka et sera l'une des victimes de l'extermination, puisque, ayant survécu à Kafka, il mourra à Auschwitz. On l'a rappelé hier soir dans le film que nous avons vu, un nombre très important de membres de la famille de Kafka, de ses proches, de ses amis, de ses connaissances littéraires, a été victime de l'extermination. Donc je laisse maintenant la parole à notre lecteur pour ce texte de décembre 1911. 25 décembre. Ce que j'ai appris par le vide de la littérature juive actuelle à Varsovie, et que me révèlent certains aperçus en partie personnels sur la littérature tchèque actuelle, me porte à croire que beaucoup d'avantages du travail littéraire, le mouvement des esprits, une solidarité qui se développe de façon suivie au sein de la conscience nationale, souvent inactive dans la vie extérieure et toujours en voie de désagrégation, la fierté et le soutien qu'une littérature procure à une nation vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis du monde hostile qui l'entoure, ce journal tenu par une nation, journal qui est tout autre chose qu'une historiographie et a pour conséquence une évolution accélérée, encore que toujours contrôlée sur une grande échelle, la spiritualisation détaillée dans de larges couches de la population,
l'engagement des éléments insatisfaits qui, dans ce domaine où les dégâts ne peuvent naître que de la seule indolence, deviennent immédiatement utiles. L'organisation du peuple, qui se réalise sous l'influence de l'agitation de la presse, mais qui est toujours réduite elle-même à tenir compte de l'ensemble. Le fait que l'attention de la nation se limite à son propre cercle et qu'elle n'accepte l'étranger que sous forme d'images réfléchies. Le développement du respect pour les personnes ayant une activité littéraire, l'éveil passager, mais agissant après coup, d'aspirations élevées parmi les jeunes gens, le fait que les événements littéraires sont acceptés dans les préoccupations politiques, l'épuration du conflit qui oppose pères et fils et la possibilité d'en discuter, la peinture des défauts nationaux qui se fait d'une manière particulièrement douloureuse mais pardonnable et libératrice, la naissance d'un commerce de librairie prospère ayant en conséquence le sens de sa valeur ainsi que l'avidité pour les livres. Tous ces effets peuvent être déjà produits par une littérature qui n'a peut-être pas réellement atteint une ampleur de développement exceptionnelle, mais qui a cette apparence par suite du manque de talent supérieur. La vie qui anime une pareille littérature est même plus grande que là où les talents abondent, puisque en l'absence d'un écrivain dont les dons imposeraient silence aux sceptiques, ou tout au moins à la majorité d'entre eux, la bataille littéraire acquiert une justification réelle sur la plus grande échelle possible. C'est pourquoi une littérature où le talent ne fait pas de brèche ne présente pas non plus de trous par où des indifférents pourraient se glisser. Les exigences de la littérature quant à l'attention qu'on lui doit en deviennent plus impérieuses. La mémoire d'une petite nation n'est pas plus courte que celle d'une grande. Elle travaille donc plus à fond le matériel existant. Il y a certes moins d'emplois pour les spécialistes de l'histoire littéraire, mais la littérature est moins l'affaire de l'histoire littéraire que l'affaire du peuple. Et c'est pourquoi elle se trouve sinon dans des mains pures, du moins en de bonnes mains. Car les exigences que la conscience pose à l'individu dans un petit pays entraînent cette conséquence que chacun doit toujours être prêt à connaître la part de la littérature qui lui revient, à la soutenir et à lutter pour elle en tout cas, même s'il ne la connaît ni ne la soutient. Merci beaucoup. Je pense que On va avoir un commentaire immédiatement de ce grand texte. Oui, c'est devenu un texte important parce que justement la réflexion de Kafka sur ce qui est traduit comme littérature mineure, kleine Literatur, c'est peut-être pas exact, mais c'est un terme introduit, dépend évidemment du moment, mais d'une situation générale, qui est aussi une situation linguistique. Donc, il faut voir que Kafka écrit en allemand et qu'il y a beaucoup de discussions sur l'allemand dans lequel écrit Kafka. Il y a une thèse qui défend que Kafka n'écrit pas le allemand soigné, la langue de Goethe ou de Kleist, qu'il admirait, mais qu'il écrit le Prager Deutsch, où, à vrai dire, il n'est pas tout à fait clair ce que ça pourrait être. Mais il faut voir que dans la famille de Kafka, 2 générations avant, on parlait tchèque, très probablement, et que le contexte pragois avait beaucoup changé au cours du XIXe siècle, que le tchèque était devenu vraiment la langue dominante, et que c'est justement dans ce contexte, entre le tchèque
le yiddish qu'il découvrait avec cette visite du théâtre de Lemberg, aujourd'hui en Ukraine. Donc, que dans ce contexte avec l'allemand, Kafka distingue ce qu'il appelle une littérature mineure et qu'il identifie avec la littérature tchèque et la littérature en yiddish. Alors, tout cela est dans cet extrait d'une certaine manière réfléchi, et on peut observer la réflexion de Kafka sur ces questions en train de se faire. Et la vraie grande question, c'est est-ce que Kafka se regarde lui-même, s'identifie lui-même avec ces ou cette littérature mineure? Et dans ce contexte, on peut renvoyer à une étude de fond de Marek Nekula, un professeur de langue et surtout de langue et de la littérature tchèque à Ratisbonne, en Bavière, qui a démontré, peut-on dire, que le tchèque était connu, parlé, employé par Kafka en tant que dans sa profession même, mais que les connaissances de Kafka de la littérature tchèque étaient quand même assez limitées. Une exception, je m'excuse de la prononciation des noms tchèques, une écrivaine du 19e siècle, Bozena Nemcová, qui a écrit un roman qu'on traduirait en allemand comme Grand-mère, mais qui est publié en français comme Babička. C'est un choix de l'éditeur. Oui, d'accord. En tout cas, ce roman, il l'a lu à l'école et on découvre quand même des analogies avec son grand roman Le Château. Donc ça montre qu'il y a une influence, mais elle reste quand même assez limitée. Et la même chose est vraie en ce qui concerne le yiddish pour lequel il s'enthousiasme, mais où on ne peut pas dire que les pièces et les pièces qu'il a vues et les textes qu'il a pu lire ont beaucoup influencé son œuvre. Il dit dans une conférence sur ce qu'il appelle le jargon c'est le yiddish, il dit à son public, pour le rassurer, heureusement chacun qui maîtrise l'allemand est aussi capable de comprendre le jargon, donc le yiddish. Mais en même temps, il faut se méfier parce que le yiddish est intraduisible en allemand, il perd toute son aura dès qu'on le traduirait en langue allemande. Alors, ça montre un peu la situation compliquée, linguistique d'un côté, influence littéraire de l'autre, et de ce texte sur les littératures mineures ces textes ont mené à toute une théorie de la littérature mineure qui est dans le contexte de ce qu'on a évoqué hier soir, c'est-à-dire l'utilisation de Kafka pour des théories au cours des années 70. Donc je ne vais pas en parler plus longuement, je parle de la théorie de la littérature, des littératures mineures comme une littérature révolutionnaire de Deleuze et Guattari. On pourrait en discuter s'il en est besoin. Alors, dans son ensemble,
on voit que Kafka analyse sa situation, ce qui, je dirais, ne l'empêche pas de faire un choix, et de faire un choix et justement l'édition critique avec photocopie le montre clairement. Il travaille son allemand d'une manière extraordinaire et un peu après ce passage qu'on vient de lire dans le journal, on trouve un autre passage, une dizaine de lignes consacrées à Goethe, et on voit très bien comment Goethe pour Kafka est un modèle, un autre modèle serait Kleist. Donc on voit qu'il y a quand même une difficulté à identifier dans ce sens-là, ce Kafka-là, en s'identifiant avec la littérature mineure. Donc la question, est-ce que Kafka s'identifie avec ces littératures, est compliquée, et je dirais personnellement, ce qui ne retire rien de son analyse de ces littératures mineures, il n'appartient pas, il ne croit pas appartenir à une littérature mineure. Quelque chose à ajouter sur les Non, pas ajouter, mais il me semble que ça se sent. Il y a une certaine ironie dans le texte qui a été lu. Par Kafka parle des littératures. Alors, littérature mineure, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une très grosse maladresse de traduction. Il s'agit des petites littératures, étant entendu que Kafka parle ici des petites nations, mais que le mot nation, dans le contexte de l'Empire austro-hongrois de cette époque, ce sont les peuples différents. Et il prend l'exemple, effectivement, il se réfère à deux exemples, la littérature, la culture tchèque qui existe, il y a un peuple tchèque, il y a une littérature tchèque, de même qu'il y a aussi une littérature yiddish, et c'est celle de Varsovie, à laquelle il pense, puisque c'est directement à la suite de la rencontre avec le théâtre de Nuremberg qu'il écrit cela. Et ce sont des peuples et des cultures qui se développent, mais qui ne sont pas liés à une nation telle qu'on l'entend, à un pays tel qu'on l'entend actuellement, dans des frontières, à un État, qui ne sont pas liés à un État. Et je crois que ça, c'est important à souligner. Merci. Nous allons passer au second texte, qui est un extrait de la Métamorphose, et bien entendu celui-là éveille certainement des échos, puisque c'est sans doute le texte, en tout cas le texte bref, la nouvelle la plus célèbre de Kafka. C'est la première œuvre de lui qui a été traduite en France, dans la NRF à la fin des années 20, en 1928 je crois. Oui. Claudine Rabouin me corrigera si je fais une erreur. Deuxième remarque d'ordre simplement historique. Bien que vous veniez d'entendre, transmis par notre lecteur, que la littérature n'est pas l'affaire des spécialistes de la littérature, mais l'affaire du peuple. Donc vous prenez tout ce que je dis, puisque je suis un spécialiste de la littérature, avec une certaine dose de distance. Donc la deuxième remarque de type historique que je veux faire, c'est que la Métamorphose, c'est le deuxième grand texte après le Verdict, du moment où on pourrait dire en termes très, très journalistiques, très dramatiques, que Kafka devient véritablement Kafka. Kafka se découvre au mois de septembre et de novembre 1912, en écrivant successivement le Verdict et la Métamorphose. Il faut ajouter ce détail qu'à chacune des grandes phases d'intense activité créatrice, Kafka écrit de front un roman. Là, il est en train de travailler à la seconde version de son projet Le Disparu,
que Max Brod éditera plus tard sous le titre de L'Amérique, et en même temps, il écrit La Métamorphose. Ça se reproduira au moment du procès, ça se reproduira au moment du château. Et les spécialistes de l'œuvre de Kafka sont très partagés entre deux interprétations, savoir s'il fait cela, que c'est une stratégie concertée d'écriture qui l'aide, la nouvelle, cette écriture à plusieurs mains ou à plusieurs fronts, la nouvelle l'aidant à avancer dans le roman, ou si au contraire c'est une autre interprétation, c'est un moyen de se mettre inconsciemment des bâtons dans les roues, et s'il termine la nouvelle, de ne pas arriver à terminer, ces trois romans restent inachevés. Troisième remarque, c'est un texte, c'est le troisième texte publié de Kafka, de son vivant, 3 ans après. Kafka était un auteur très exigeant, alors il prenait du temps pour, au risque de décourager d'ailleurs son éditeur, Kurt Wolf, le grand éditeur Kurt Wolf, qui avait fondé une maison d'édition à Leipzig, et donc Kafka est devenu l'un des fleurons les plus connus, alors que au départ c'était plutôt une relative obscurité. Kafka a fait un certain nombre de tractations avec d'autres revues, notamment la Neue Rundschau, qui était la revue littéraire allemande la plus prestigieuse de l'époque. Et il a proposé à Robert Musil de prendre La Métamorphose, ça ne s'est pas fait. C'est finalement René Schickel qui a pris la nouvelle, on pourrait dire en prépublication, dans la revue Les Feuilles Blanches, Die Weißen Blätter, et elle est parue 2 mois après, à l'automne de 1915, chez Kurt Wolf. C'est donc le troisième texte de Kafka publié de son vivant. J'ai dit qu'il y en avait 7 en tout, et les 6 premiers sont tous chez Kurt Wolf. Seul le dernier sera dans une maison d'édition de Berlin, beaucoup plus tard, à la fin de sa vie. Et nous avons choisi, d'un commun accord avec Wolfgang, de prendre un moment particulièrement fort de la métamorphose, c'est-à-dire la mort du héros transformé, vous le savez, en insecte, peut-être en cafard, dans la première partie du texte, le moment où il meurt. Et maintenant, se demanda Grégor en regardant autour de lui dans l'obscurité. Il découvrit bientôt qu'à présent, il ne pouvait plus bouger du tout. Il n'en fut pas surpris. C'était bien plutôt d'avoir pu jusque-là se propulser effectivement sur ses petites pattes grêles qui lui paraissaient peu naturelles. Au demeurant, il éprouvait d'un relatif bien-être. Il avait certes des douleurs dans tout le corps, mais il avait l'impression qu'elles devenaient peu à peu de plus en plus faibles et qu'elles finiraient par passer tout à fait. La pomme pourrie dans son dos et la région enflammée tout autour, sous leur couche de poussière molle, ne se sentaient déjà plus guère. Il repensa à sa famille avec attendrissement et amour. L'idée qu'il devait disparaître était encore plus ancrée, si c'était possible, chez lui que chez sa sœur. Il demeura dans cet état de songerie creuse et paisible jusqu'au moment où 3 heures du matin sonnèrent au clocher. Il vit encore la clarté qui commençait de se répandre devant la fenêtre au dehors. Puis, malgré lui, sa tête retomba tout à fait et ses narines laissèrent s'échapper faiblement son dernier souffle. Quand de bon matin,
femme de ménage arriva, à force d'énergie et de diligence, quoiqu'on l'eût souvent prié de s'en abstenir, elle faisait claquer si fort toutes les portes que dans tout l'appartement, il n'était plus possible de dormir tranquille dès qu'elle était là. Et quand elle fit à Grégor sa brève visite habituelle, elle ne lui trouva tout d'abord rien de particulier. Elle pensa que c'était exprès qu'il restait ainsi sans bouger et qu'il faisait la tête. Elle était convaincue qu'il était fort intelligent. Comme il se trouvait qu'elle tenait à la main le grand balai, elle s'en servit pour essayer de chatouiller Grégor depuis la porte. Comme cela ne donnait rien non plus, elle en fut agacée et lui donna une petite bourrade. Et ce n'est que quand elle l'eut poussé et déplacé, sans rencontrer de résistance, qu'elle commença à tiquer. Ayant bientôt vu de quoi il retournait, elle ouvrit de grands yeux, siffla entre ses dents, mais sans plus tarder, alla ouvrir d'un grand coup la porte de la chambre à coucher et cria dans l'obscurité d'une voix forte « Venez un peu voir ça, il est crevé, il est là-bas sur la terre, tout ce qu'il y a de plus crevé !» Le couple Samsa était assis bien droit dans son lit et avait du mal à surmonter la frayeur que lui avait causée la femme de ménage avant même de saisir la nouvelle annoncée. Ensuite, Monsieur et Madame Samsa, chacun de son côté, sortirent du lit. Monsieur Samsa se jeta la couverture sur les épaules. Madame Samsa apparut en simple chemise de nuit. C'est dans cette tenue qu'ils entrèrent chez Grégor. Pendant ce temps, s'était aussi ouverte la porte de la salle de séjour où Grete dormait depuis l'installation des sous-locataires. Elle était habillée de pied en cap, comme si elle n'avait pas dormi. La pâleur de son visage semblait le confirmer. Mort, dit Madame Samsa en levant vers la femme de ménage un regard interrogateur, bien qu'elle pût s'en assurer elle-même, et même le voir sans avoir besoin de s'en assurer. Je pense bien, dit la femme de ménage, et pour bien le montrer, elle poussa encore le cadavre de Grégor d'un grand coup de balai sur le côté. Madame Samsa eut un mouvement pour retenir le balai, mais elle n'en fit rien. Eh bien, dit Monsieur Samsa, nous pouvons maintenant rendre grâce aux adieux. Il se signa, et les trois femmes suivirent son exemple. Grete, qui ne quittait pas des yeux le cadavre, dit « Voyez comme il est maigre. » Cela faisait d'ailleurs bien longtemps qu'il ne mangeait rien. Les plats repartaient tels qu'ils étaient arrivés. De fait, le corps de Grégor était complètement plat et sec. On ne s'en rendait bien compte que maintenant, parce qu'il n'était plus rehaussé par les petites pattes et que rien d'autre ne détournait le regard. Merci. Peut-être mes collègues ont-ils un mot. C'est difficile de prendre la parole après ce moment du récit qui est un moment critique du récit. C'est le moment de la mort et il y a encore quelque chose après qui est raconté. Or, jusqu'à présent, dans la Métamorphose, qui est une longue nouvelle qui occupe l'espace de 3 fois une quinzaine de pages et qui raconte le premier matin de la Métamorphose dans la première partie, donc sur un rythme très lent, Grégor Samsa, un homme tout à fait ordinaire, dans un milieu tout à fait ordinaire, qui se réveille transformé en cancrelat. On appelle ça cancrelat, mais l'animal n'a pas de nom, c'est un énorme, Ungeziefer, dit-on en allemand, une énorme vermine, ce qui n'existe pas en français, on ne dit pas une vermine, on dit de la vermine. C'est quelque chose qui ne peut pas être mieux défini, qui n'a pas de nom. Et, et naturellement, avec toutes les conséquences, cette métamorphose étant annoncée à la première ligne du récit, toutes les conséquences en sont tirées, c'est-à-dire que ce Grégor Samsa, qui avant était un voyageur de commerce qui soutenait toute sa famille à bout de bras par son travail, qui était perpétuellement par monts et par vaux, par tous les chemins, il devait, maintenant, il est enfermé à l'intérieur de
sa chambre où on le confine, il ne peut plus sortir, il ne peut plus bouger. Mais il continue naturellement de penser, de songer, parce que le fantastique chez Kafka est bien présent, mais ça s'arrête là. En même temps, Grégor est un homme. Et donc cela continue jusqu'à le récit s'accélère, le rythme du récit s'accélère, jusqu'à cette dernière partie où on va arriver la mort de Grégor. Et à partir de ce moment-là, et tout le récit, oui, c'est ce qui est important de dire, c'est que tout le récit est supporté par une espèce de monologue intérieur de Grégor qui nous fait vivre tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il entend, tout ce à quoi il pense très directement, bien que le récit soit à la troisième personne. C'est pour ça qu'on parle de monologue intérieur. Mais là, celui qui porte le monologue intérieur, il s'arrête, il n'est plus là. Et c'est ça qui pose un problème qu'il fallait résoudre. Mais surtout, on ressort de la chambre, on va voir ce qui se passait à l'extérieur de la chambre. Et ce qui se passe à l'extérieur de la chambre, c'est que pendant que Grégor s'était métamorphosé en animal inutile, encombrant, etc., la famille, elle, a fait une autre métamorphose. Oui, vous avez vu, et Claudine l'a encore une fois souligné, il y a ce qu'on appelle dans le jargon littéraire une focalisation interne, donc tout est vu de l'intérieur de cette carapace, de cette vermine, de ce cafard. Et hier, le film, l'extrait du film a quand même bien résolu la difficulté de montrer quelque chose comme ça en prenant la perspective au ras de sol, en voyant justement de la perspective de cette petite bête ce qui se passe avec les gens avec laquelle il était en contact. Un représentant de l'entreprise pour laquelle il avait travaillé, évidemment les parents et la sœur. En plus, la famille prend, avec les difficultés du salaire de Grégoire qui manque, des hôtes payants, et tout cela est vu de la perspective, donc dans la carapace telle qu'elle existe, avec les petites jambes, la personne continue à monologuer, et je crois que l'astuce de l'auteur, c'est justement de changer cette perspective, parce qu'il y a ce qui suit après. Ce qui suit après, c'est qu'une fois débarrassé de ce fils et de ce frère dont on ne savait plus que faire, la famille prend le tramway et va à l'air libre de la campagne tout près, et on voit que la famille peut vivre sans lui et que la sœur pense à son futur, probablement un mariage. Il y a une sorte de réécriture, une continuation qui a été faite en disant que dans ce tram, à un moment, la famille se retourne et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve Grégoire, et tout cela, c'était qu'un mauvais rêve. Mais justement, Kafka a arrêté cela en relativisant justement avec cette fin, encore plus que c'était le cas avec la narration, l'importance de l'individu et les essais désespérés justement de défendre son individualité et son autonomie. Si je puis ajouter un bref commentaire, nous avons avec cette scène et avec cette nouvelle la preuve que ce texte écrit en 1912 permet de ne pas lier Kafka à des situations historiques déterminées du XXe siècle,
et permet de se tourner vers l'actualité. Cette nouvelle raconte quelque chose que nous apprenons souvent par les journaux. Bien entendu, ce Grégor Samsa est transformé par l'invention kafkaïenne en l'insecte indéterminé dont parlait justement Claudine Rabouin à l'instant. Mais que serait-ce si à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou accident de la route, ce garçon était devenu dans sa famille à l'état végétatif et que cette famille, c'est terrible à dire, ne pouvait le reconnaître, le réintégrer dans l'humanité comme sien, le reconnaître comme sien, comme fils, comme frère, qu'à partir du moment où il disparaissait. Et qu'est-ce qui va le faire disparaître? Qu'est-ce qui va, comme on dit, l'arrêter? Alors ici, évidemment, il s'arrête de lui-même. Mais nous connaissons des situations, et je dois cette remarque à une excellente analyse qu'a faite une de nos collègues de Nanterre. Il y a une concentration d'interprètes de Kafka particulièrement exemplaire à Nanterre, avec Claudine Rabouin, Philippe Zard qu'on a cité tout à l'heure, et maintenant Frédéric Lechter-Flack. C'est elle qui a fait observer que ce récit de Kafka se rapprochait de toutes sortes de cas de conscience, de cas éthiques, posés aujourd'hui au droit ou à la médecine. Et ce qu'il y a de terrible, évidemment, dans la nouvelle de Kafka, c'est que ce garçon ne peut être réintégré à sa famille que par sa mort. C'est le moment où elle le reconnaît, mais au moment où elle le reconnaît, il est précisément méconnaissable. Il est devenu étranger à l'humanité, au moment où la famille le récupère, pour ainsi dire. Ce qui est très bien montré dans cette phrase qui nous a été lue tout à l'heure. Madame Samsa, c'est-à-dire la mère, eut un mouvement pour retenir le balai qui va chasser son fils comme un tas d'ordures, mais elle n'en fit rien. C'est extraordinaire cette hésitation de la mère entre la reconnaissance de ce qui était son fils et de ce qui est devenu méconnaissable. Elle voudrait arrêter le balai, elle ne le peut pas. Et c'est par là qu'elle reconnaît, sans reconnaître, qu'il encore la relation de filiation avec lui. Nous pouvons passer maintenant, puisque la soirée s'avance, au troisième et dernier texte qui s'intitule « Devant la loi ». Alors là encore, je vais en dire un mot. C'est aussi un texte connu, peut-être moins connu que la Métamorphose, mais c'est un texte qui est extrait au départ. Il figure dans l'avant-dernier chapitre du procès que Kafka a écrit dans l'été 1914 et jusqu'au début de 1915, avant de l'abandonner. Ceux d'entre vous qui ont vu ce film inoubliable d'Orson Welles, qui s'appelle Le Procès, se rappellent que dans un geste impérieux et génial, Orson Welles fait commencer sa version du procès par la scène devant la loi. La scène de l'homme qui veut entrer dans la loi et du gardien qui, semble-t-il, le retient d'entrer dans la loi. Et au départ, ce qu'il faut dire, c'est que cette scène se passe dans la cathédrale de Prague, où Kafka est venu, Joseph K, le héros, est venu pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, mais où il rencontre un chapelain ou un aumônier des prisons, qui lui fait entendre par une parabole combien son cas d'inculpé dans un procès est grave. Et il lui fait entendre, semble-t-il, par cette parabole devant la loi, qui finit, tellement elle est compliquée, vous allez vous en apercevoir tout de suite, par embrouiller complètement la cervelle de Joseph K. et de faire l'obscurité là où on attendait la clarté.
J'ajoute juste un petit détail quant à la publication. Ce texte, Kafka lui a donné plusieurs titres. La première fois qu'il en parle, au moment où il vient de le finir, il dit c'est il l'appelle l'exégèse de la légende. Et un trait remarquable, c'est que c'est une des rares fois de sa vie où il confie à son journal que ce texte lui a donné du contentement et même du bonheur. La seconde fois, il en parle à sa fiancée Félix Bauer après une première rupture des fiançailles avec elle, quand il la retrouve en 1915. Il se retrouve à Bodenbach et il lui lit ce texte. Et il dit qu'elle manifeste une certaine compréhension à son égard. Et puis il lui donne enfin, pour le publier, le titre « Devant la loi », qui n'apparaît pas auparavant. Et il le publie dans une revue, dans un hebdomadaire sioniste de Prague, qui s'appelle Selbstwehr, Autodéfense, à l'automne de 1915. Ce texte qui fait 2 pages et demie, si Max Brod avait suivi la double mise en demeure de Kafka, de brûler tous ses romans, ce petit texte qu'il a laissé publier, qu'il aurait épargné parce qu'il a déjà été publié de son vivant, ce petit texte que vous allez entendre serait la seule relique de l'existence du procès, du grand roman du procès. Ce serait ce que Kafka seul aurait voulu qu'on en gardât. Et évidemment, on l'a dit, Max Brod a procédé de façon tout à fait... Ce qui fait que c'est à la fois... Alors c'est un texte d'une très grande ambiguïté, et c'est aussi un texte qui joue sur un double régime. Il est à la fois un épisode presque à la fin d'un roman, et il est un texte quasiment autonome qui a été, alors là, glosé, commenté, interprété, adapté, recopié, transformé par d'innombrables critiques et d'innombrables écrivains. Devant la loi. Devant la porte de la loi se tient un gardien. Ce gardien voit arriver un homme de la campagne qui sollicite accès à la loi. Mais le gardien dit qu'il ne peut le laisser rentrer maintenant. L'homme réfléchit puis demande si alors il pourra entrer plus tard. C'est possible, dit le gardien, mais pas maintenant. Comme la grande porte de la loi est ouverte, comme toujours, et que le gardien s'écarte, l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. Quand le gardien s'en aperçoit, il rit et dit « Si tu es tellement attiré, essaie donc d'entrer en dépit de mon interdiction. Mais sache que je suis puissant. Et je ne suis que le dernier des gardiens. De salle en salle, il y a des gardiens de plus en plus puissants. La vue du troisième est déjà insupportable, même pour moi. » L'homme de la campagne ne s'attendait pas à de telles difficultés. La loi est pourtant censée être accessible à tous, à tout moment, pense-t-il. Mais en examinant de plus près le gardien dans sa pelisse, avec son grand nez pointu, sa longue barbe de tartare maigre et noire, il se résout à attendre tout de même qu'on lui donne la permission d'entrer. Le gardien lui donne un tabouret et le fait asseoir à côté de la porte. Il y reste des jours, des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être admis et fatigue le gardien par ses prières. Le gardien lui fait fréquemment subir de petits interrogatoires, lui pose toutes sortes de questions sur son pays et sur bien d'autres choses, mais ce sont des questions posées avec indifférence, comme le font les gens importants. Et il conclut à chaque fois en disant qu'il ne peut toujours pas le laisser entrer. L'homme qui s'est muni de beaucoup de choses pour ce voyage les utilise toutes, si précieuses soient-elles, pour soudoyer le gardien. Celui-ci accepte bien tout, mais en disant
J'accepte uniquement pour que tu sois sûr de ne rien avoir négligé. Pendant toutes ces années, l'homme observe le gardien presque sans interruption. Il oublie les autres gardiens et ce premier gardien lui semble être l'unique obstacle qui l'empêche d'accéder jusqu'à la loi. Il maudit le hasard malheureux à voix haute et sans retenue les premières années. Par la suite, avec l'âge, il ne fait plus que grommeler dans son coin. Il retombe en enfance. Étudiant le gardien depuis des années, il connaît même les puces de son col de fourrure et il supplie jusqu'à ces puces de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue baisse et il ne sait pas s'il fait réellement plus sombre autour de lui ou bien si ce sont seulement ses yeux qui le trompent. Mais il distingue bien dans l'obscurité une lueur que rien n'éteint et qui passe par la porte de la loi. Alors, il n'a plus longtemps à vivre. Avant qu'il meure, toute l'expérience de tout ce temps passé afflue dans sa tête et prend la forme d'une question que jamais jusque-là il n'a posée au gardien. Il lui fait signe d'approcher car il ne peut plus redresser son corps de plus en plus engourdi. Le gardien doit se pencher de haut car la différence de taille entre eux s'est accentuée nettement au détriment de l'homme. « Qu'est-ce que tu veux encore savoir ?» dit le gardien. « Tu es insatiable. » N'est-ce pas, dit l'homme, tout le monde voudrait tant approcher la loi. Comment se fait-il qu'au cours de toutes ces années, il n'y ait eu que moi qui demande à entrer? Le gardien se rend compte alors que c'est la fin, et pour frapper encore son oreille affaiblie, il hurle. Personne d'autre n'avait le droit d'entrer par ici, car cette porte t'était destinée à toi seul. Maintenant je pars et je vais la fermer. Là encore, c'est difficile d'en parler après. Mais je tends quand même le micro. Applaudis. Alors, je l'attrape, bien que vous vous taquinez pour dire que c'est un texte très simple qui nous a raconté. D'abord, c'est une parabole et Kafka l'a publiée l'a publiée à part, de sorte qu'on peut le lire sans le secours du roman qui est à l'arrière-plan et de l'exégèse qui en est donné dans le roman. On pourrait le voir comme ça, mais nous savons bien que c'est difficile et qu'au-delà de cette image, alors la simplicité, c'est dans la structure de la narration de ce texte. Il y a une scène au début, puis le temps s'écoule. Ce qui se passe dans ce texte, il ne se passe rien dans cette histoire, sinon que l'homme attend, cet homme de la campagne, il attend et il vieillit. Et il y a une scène finale, ce qui était très, très audible à la lecture, on a bien vu, on a bien entendu les trois phases, et à la scène finale, le personnage va mourir, il a vieilli, il est tout faible. Vous remarquerez que le gardien, lui, il n'a pas bougé, il est toujours pareil, il est toujours sous l'aspect d'une espèce d'absolu, aussi fringant, aussi jeune. Ce qui me pose problème, c'est la première ligne de la traduction. En français, on entend « devant la porte de la loi, il y a un gardien ». Et le texte allemand disait « vor dem Gesetz steht ein Türhüter ». C'est-à-dire qu'on avait dans l'ordre la loi, puis Türhüter, qui veut dire gardien de porte, c'est-à-dire la loi, la porte et le gardien. Et je crois que ça n'est pas sans importance, ça réussit sur la traduction, mais d'ailleurs il n'y a probablement pas d'autre moyen de traduire en français que de dire devant la porte de la loi il y a un gardien. Parce que le plus important c'est la loi. Puis ensuite on dit que la loi elle est accessible, il y a une porte. Et puis malheureusement il y a aussi un gardien. Et le gardien, il vient en dernier lieu. Et c'est dans cette histoire, s'exprime tout le désir d'un homme simple, c'est un homme qui n'est pas un savant, c'est un homme de la campagne. Bon, il y a tout l'arrière-plan
de la tradition juive derrière aussi, qui explique ce que c'est qu'un homme de la campagne. Un Haaretz, c'est celui qui s'oppose dans la Palestine d'autrefois, des temps anciens, au savant docteur. C'est l'homme de la campagne défini comme ça. Mais il a un désir, c'est tout un chacun qui éprouve le désir d'aller vers quoi? Vers la loi. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi? Alors si on se réfère au contexte du procès, on pense à la loi juridique, mais ici il semble bien qu'il ne soit pas question de cela, d'appareil judiciaire, il est seulement question d'obstacles. Alors il y a un moment, la loi au sens moral. Est-ce que la loi au sens moral entre en ligne de compte ici? Est-ce que l'homme de la campagne se serait rendu coupable de quelques fautes dans sa vie passée? Ça n'est pas dit dans le texte. On n'a pas entendu qu'il aurait été un homme de mauvaise vie, qu'il serait puni, il n'aurait pas le droit de réaliser le désir et son appétence à la loi. Alors il ne reste plus que la loi sous forme de transcendance, ce que Deleuze et Guattari, naturellement, dans leur livre pour littérature mineure dont on a entendu parler tout à l'heure, refusent absolument. Mais c'est ici que les grosses discussions commencent. Je vais passer la parole à mes collègues. Non, je ne crois pas que c'est le moment de commencer les grosses discussions. Je voudrais juste souligner un détail que Jean-Pierre Morel a mentionné dans le lieu de la publication. Et ça ne me semble pas tout à fait fortuit qu'il publie ce texte-là dans un journal juif du nom Autodéfense. En tout cas, le comportement de l'homme de la campagne avec un contexte de tradition juive qui attend, il attend quoi? Il attend quelque chose que le peuple juif attend peut-être aussi. Si on lit le texte de cette manière-là, et le texte a une signification politique, c'est-à-dire une sorte d'incitation d'activité qui va très bien avec un journal comme l'autodéfense, la Selbstwehr. Donc on peut, ce qui n'est pas toujours le cas, malgré ce que disaient les autres qu'on a plusieurs fois mentionnés, Deleuze, Guattari, qui voit dans la littérature mineure surtout une littérature politique révolutionnaire, on peut aussi trouver des textes de Kafka qui pourraient aller dans ce sens-là. Comme l'a dit très bien Wolfgang, ce n'est pas l'heure maintenant de se lancer dans l'exégèse de l'exégèse. Je voudrais simplement rappeler que dans l'épisode du procès, quand Joseph K. entend cette parabole du chapelain, sa première réaction, c'est peut-être d'ailleurs celle de tout un chacun dans cette salle ce soir même, c'est l'indignation. C'est l'indignation à cause de l'injustice. Alors, dit Joseph K., c'est monstrueux, le gardien a trompé l'homme de la campagne. Et le chapelain lui dit, où tu vois ça? On recommence à raconter l'histoire. Le chapelain lui prouve par l'algèbre aussi, dire que jamais, à aucun moment dans ce court récit, le gardien ne s'est mis expressément en travers de la porte. Au fond, l'autre n'a pas voulu franchir la porte. Le gardien n'a pas interdit, et d'un autre côté, l'homme n'a pas voulu non plus franchir cette porte. On lui donne un tabouret, il s'assied à côté de la porte, il y passe des années, il y passe toute sa vie, il dialogue avec le gardien, il finit par marmonner dans sa barbe, mais jamais il n'essaie de forcer l'entrée. Donc il n'y a pas d'interdit.
Alors là, immédiatement, l'argument qui vient, c'est évidemment, il n'a pas forcé la porte, parce qu'il ne savait pas ce qu'on lui révèle à la fin, à savoir que cette entrée était faite seulement pour lui, que lui seul pouvait y passer, et que maintenant qu'il a raté l'occasion, on ferme. Et alors la discussion peut rebondir. Et on voit comment procède Kafka. C'est une parabole, mais ce n'est pas une parabole au sens biblique ou au sens évangélique, qui contient une leçon. Elle contient une série de paradoxes qui doivent entraîner le lecteur à penser au-delà de son indignation première qu'il peut partager avec Joseph K. Et peut-être, comme l'a suggéré Wolfgang à propos de la Selbstwehr, le lieu de publication de cette nouvelle, c'est peut-être effectivement, cela peut être un appel à l'émancipation. Certains considéreront que c'est le récit le plus désespéré, le plus noir de la littérature du XXe siècle et le comble du nihilisme. Encore une fois, nous n'allons pas trancher le débat ce soir, mais le texte le lance d'une façon tout à fait magistrale. Voilà, je voudrais en notre nom à tous remercier notre lecteur pour le talent avec lequel il a fait vivre ce texte. Vous passez tout de suite la parole, mais je crois que Claudine Rappin voulait ajouter un mot. Non, c'est-à-dire, je voulais simplement dire que ce texte a été abondamment discuté, en particulier dans Préjugés de Derrida, qui se trouve dans la faculté de juger, qui représente les actes d'un colloque de Cerisy consacré à François Guelta. Voilà. Pour revenir au colloque de Cerisy. Des questions? Bon, c'était très clair. Apparemment, vous avez éclairci tout. Pas de colloque. Et pourtant, vraiment personne. J'aimerais vous poser une question seulement. J'étais intrigué par votre phrase qui disait que le yiddish est introduisible en allemand. Intraduisible, oui. Oui. Alors, c'est une citation de Kafka. Kafka dit que... il explique historiquement, d'une manière assez correcte, le moment où est né le yiddish, c'est-à-dire le passage du moyen allemand vers l'allemand moderne. Donc, à situer un peu dans le contexte de l'invention de la création de l'allemand moderne par Luther, etc. Et à partir de là, il y a eu pendant les siècles d'influence d'autres langues dans le yiddish, mais ce qui reste, et ça il le dit à son public, il faut dire que Jean-Pierre Morel a fait une petite insinuation à cela. La bonne bourgeoisie juive de Prague a complètement refusé cette tournée du théâtre yiddish de Lemberg, et lui, Kafka, avec d'autres, ont organisé cela. Donc, il voulait convaincre le public qui était là que c'était possible de suivre un tel théâtre aussi d'une manière linguistique, et que, comme c'était le cas pour la plupart des gens présents, qui parlaient surtout allemand, qu'en parlant allemand, on pouvait comprendre. Mais l'important, c'était justement de l'entendre en tant que yiddish et de ne pas faire la traduction. Parce qu'avec la traduction, tout l'aura, tout le contexte qui est lié aux mots qui viennent d'une autre époque est d'une certaine manière détruite. Et il donne des exemples en disant que tout l'adjectif mort
qui est de la structure du mot exactement la même en yiddish qu'en allemand, ne veut pas dire la même chose. Donc il s'agit de cela, que c'est une langue qui, avec ses connotations, avec son oa, son halo, ou tout ce qu'on pourrait dire, est d'une certaine manière privée de son essentiel si elle est traduite dans la langue avec laquelle elle a affaire. Je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire Wolfgang, qui est parfait, une petite anecdote sur la réaction du père de Kafka quand il a appris que son fils, le père négociant en lingerie, commerçant prospère, représentant de la petite bourgeoisie juive assimilée, a dit à son fils, quand il a appris que celui-ci fréquentait cette troupe, et cet acteur et ce directeur de théâtre de polonais, il lui a dit simplement, celui qui fréquente un chien, il attrapera des puces. Et certains critiques ont pensé que c'était une des raisons pour lesquelles, quelques mois plus tard, Kafka avait commencé d'écrire La Métamorphose. Toujours pas de questions? C'est pas une question, c'est juste une réaction là, à la lecture, en fait, en relisant ce texte qui est bouleversant, magnifique, bien connu, etc. Il me vient une analogie à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui saute aux yeux, en fait, puisque nous sommes au centre tchèque, une analogie avec un recueil de légendes, donc un genre relativement proche de la parabole, surtout qu'il s'agit de textes très courts, de Egon Bonde. Des textes écrits au tout début des années 50, et c'est un peu, Egon Bonde est un des précurseurs du samizdat, donc on est là dans le contexte de la répression politique du régime communiste, et du système dont on peut retrouver certains traits politiquement très différemment dans les œuvres de Kafka. Et c'est pas un hasard, cette proximité stylistique, je crois aussi parce que les éditions Polnot, qui étaient donc les éditions clandestines créées par Egon Bonde, publiaient des œuvres principalement de trois auteurs, Bonde, Wojciech et Hansa Kaleitzawa, qui était la fille de Milena Jasinska. Et ça me frappe avec énormément d'évidence de retrouver des structures semblables entre eux, devant la loi, et les gens de Bonde. Mais c'est une aparté. Dernière aparté peut-être, la dernière fois que j'ai entendu ce texte que vient de lire M. Palinicek devant la loi sur une scène de théâtre, c'était au printemps dernier à Gennevilliers, dans une pièce montée par Olivier Coulon-Jablonka, avec des migrants d'origine africaine qui étaient travailleurs clandestins et qui demandaient, des sans-papiers donc, et qui demandaient leur régularisation. Et dans ces circonstances, lu par un acteur improvisé, un acteur amateur africain, ce texte avait aussi une résonance tout à fait actuelle, ce qui prouve qu'on n'en a pas fini avec le siècle de Kafka, il déborde largement sur le nôtre. Il ne reste qu'à vous remercier à vous tous pour une soirée extrêmement passionnante et qui nous a peut-être découvert certains aspects de l'œuvre de Kafka. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus et à très bientôt au Centre Tchèque. Jeudi, par exemple, pour le vernissage de Jiří Sopko et vendredi pour la réouverture du Jazz Club Paris Prague.